À ce webinaire sur les tests d'anglais. On va parler plus spécifiquement de l'IELTS et du TOEFL aujourd'hui, que ma collègue Stéphanie, alors je ne sais pas si elle peut activer sa caméra ou pas. Parfait, bonjour Stéphanie. Stéphanie sera notre guide aujourd'hui pour vous expliquer effectivement ces tests d'anglais, donc l'IELTS et le TOEFL en particulier, qui sont les tests le plus couramment requis par les universités étrangères qui délivrent du coup des formations en anglais. Bon, pour ma part, je m'appelle Marc, je suis le fondateur de Study Experience. Et donc, moi, mon travail au quotidien, c'est d'accompagner les étudiants qui ont un projet d'études à l'étranger, donc de les aider à choisir leurs universités, à monter les dossiers. Et Stéphanie, donc en l'occurrence, qui se joint à moi ce soir, est notre prof d'anglais, en fait, tout simplement. C'est la personne qui accompagne nos étudiants qui le souhaitent pour préparer les tests d'anglais, qui les aide aussi dans la rédaction de lettres de motivation et de choses comme ça. Donc voilà, c'est un plaisir de vous la présenter aujourd'hui et de la laisser vous montrer toute son expertise. Stéphanie, si tu peux peut-être partager ton écran rapidement, je présente rapidement nos services et puis je te passe la main. Alors, je précise peut-être si vous avez des questions tout au long de ce webinaire, surtout n'hésitez pas à les poser dans l'onglet Q et R que vous voyez en bas de votre écran ou sur le côté si vous êtes sur un téléphone. Vous pouvez poser vos questions et je vais y répondre, moi, du coup, à l'écrit tout au long du webinaire. Et pour certaines questions, on y répondra en direct à la fin. Je poserai ces questions-là à Stéphanie pour qu'elle puisse vous répondre. Voilà. Donc oui, très brièvement, Study Experience, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un cabinet dédié à l'accompagnement des jeunes qui souhaitent partir à l'étranger. Donc, on est là pour vous aider à trouver les bonnes formations, les bonnes universités, à gérer tout le montage et l'optimisation des dossiers de candidature, éventuellement à préparer, en l'occurrence, les tests d'anglais si vous en avez besoin. Et puis, voilà, on est là pour vous suivre dans toutes les étapes qui se succèdent jusqu'au départ et s'assurer que tout se passe comme il faut, bien sereinement, avec un minimum de stress. Bon, voilà tout pour moi. Donc, moi, je me mets dans le back-office. Je répondrai à vos questions par écrit si vous en avez. Et puis, je passe la parole à Stéphanie pour la suite. Merci beaucoup, Marc. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur les tests d'anglais les plus demandés pour aller étudier dans les pays anglophones. On va regarder particulièrement le TOEFL et l'IELTS parce que ce sont vraiment les tests non seulement les plus demandés, mais les plus reconnus. C'est-à-dire que certaines écoles accepteront peut-être d'autres tests comme le Cambridge ou le Duolingo ou d'autres, mais ce n'est pas toujours le cas, alors que le TOEFL et l'IELTS sont vraiment reconnus par tout le monde. Donc là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Petite note, parce que je vois le TOEIC ici, le TOEIC ne sert à rien pour aller étudier à l'étranger. Oubliez le TOEIC, c'est un test qui n'est vraiment utilisé qu'en France. Par contre, voilà, si vous avez ce projet d'aller étudier aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, parfois même peut-être au Qatar ou dans d'autres pays comme ça, il va vous falloir prouver que vous avez un certain niveau d'anglais. Et l'IELTS et le TOEFL sont les tests les plus faciles pour ce faire. Alors, si on regarde un petit peu chacun, comment ça se passe? L'IELTS, c'est un test qui se prend en deux parties. Vous avez une première partie où vous allez faire un listening, reading et writing, le tout dans la foulée, que vous pouvez faire en papier ou maintenant parfois aussi sur l'ordinateur. Et ça va vous durer à peu près 2h40 en tout. Le même jour ou parfois un autre jour, vous aurez à faire le speaking, qui lui est un petit test pas trop difficile qui va durer 15 minutes.
Donc, chacun des deux tests va tester ces 4 compétences. On va regarder chaque section rapidement ensemble pour que vous fassiez vraiment une idée de à quoi vous devez vous attendre. Mais voilà, pour l'IELTS, vous faites le listening, reading, writing ensemble, sans pause. Et le jour même ou un autre jour, ça dépend, vous serez convoqué pour faire le speaking. Alors, pour savoir comment c'est noté, l'IELTS, il est noté de 1 à 9. Vous allez recevoir un score dans chacune des 4 catégories et ça va vous donner un score global. Pour vous donner une idée, ce qu'on vise toujours, c'est entre le 6 et le 7. Il y a des écoles qui acceptent une moyenne générale de 6 avec pas moins de 5,5 dans chaque partie. Mais pour les meilleures écoles, au Royaume-Uni ou en Angleterre, il faut viser plutôt le 7 avec un minimum de 6,5 dans chaque partie. Donc ça, c'est un bon niveau B2, voire C1 dans le cadre européen pour ceux qui connaissent. Donc ça demande quand même un bon niveau et une bonne préparation, surtout pour l'écrit sur l'IELTS, comme vous allez pouvoir le voir après. Pour le TOEFL, tout se passe le même jour et tout se passe sur un ordinateur. Parce que j'ai oublié de vous le dire, l'IELTS, le speaking, ça se passe devant un correcteur. Donc, c'est un entretien à l'oral avec quelqu'un. Pour le TOEFL, par contre, tout est fait sur l'ordinateur. Donc, vous commencez par le reading et le listening. Ça va durer à peu près 2 heures, ces 2 sections. Vous avez une petite pause de 10 minutes et là, vous enchaînez sur le speaking et le writing. Alors, même le speaking se font face à l'ordinateur. On vous pose des questions, on vous donne un petit temps de réponse et vous devez ensuite enregistrer votre réponse. C'est beaucoup plus dur que le speaking de l'IELTS, mais le writing est plus facile. Donc, on me demande souvent quelle est la différence entre ces 2 tests, lequel est le plus facile. Honnêtement, pour les parties reading et listening, je dirais que c'est à peu près équivalent. Par contre, sur la partie speaking, je dirais que c'est plus facile sur l'IELTS et à l'inverse, le writing est plus facile sur le TOEFL. Donc ça, c'est pour ces 2 tests de manière générale. Sur le TOEFL, comment c'est noté? Cette fois-ci, chacune des 4 sections va vous rapporter un maximum de 30 points. Donc ça va vous donner un score de 0 à 120 points. Encore une fois, nous, on va viser plutôt un niveau autour des C1, mais au moins B2, en sachant que la majorité des écoles vont vous demander un score entre 80 et 100. 80 pour les écoles, on va dire, les moins exigeantes, 100 si vous visez, par exemple, Columbia aux États-Unis. Donc, tout dépend des écoles que vous visez et c'est bien de vous renseigner à l'avance pour savoir, voilà, qu'est-ce qui est demandé dans chaque école. Si on regarde un peu plus précisément les tests, on va commencer avec l'IELTS, donc le listening section. Comme vous avez pu le voir peut-être sur le slide tout à l'heure, il va y avoir 4 exercices. Chaque exercice aura 10 questions. Vous aurez 30 secondes avant pour lire les questions et ensuite vous allez entendre l'audio seulement une fois. Par contre, bonne nouvelle, les réponses sont toujours données dans l'ordre où sont posées les questions. Donc, ça aide à se repérer un petit peu. Les 2 premiers exercices auront toujours à voir avec des situations du quotidien. Le premier est une conversation, le deuxième, c'est un monologue. Donc, dans la première, ça peut être, par exemple, un entretien d'embauche, demander des renseignements pour louer un appartement, des choses comme ça. Dans la deuxième, ça va souvent être quelqu'un qui vous donne des directions, des instructions, qui vous explique comment faire quelque chose, mais vraiment dans un cadre de la routine, de tous les jours. Partie 3 et 4, par contre, là, c'est académique, savoir avec les études. Donc, encore une fois, partie 3, dialogue, partie 4, monologue. Partie 3, c'est souvent un dialogue entre 2 élèves qui parlent de leurs études, de leur campus, de quelque chose en lien avec l'université. Partie 4, c'est la plus dure, c'est un extrait d'un cours. Et alors, ils aiment beaucoup la biologie et ils aiment beaucoup, par exemple, je ne sais pas, parler de la danse nuptiale des abeilles ou des cris de reproduction des baleines, des choses comme ça. Donc, c'est parfois un petit peu dur,
sur cette partie-là. Mais voilà, vous allez avoir 2 ou 3 exercices différents par section et vous aurez toujours entre chaque exercice 30 secondes pour regarder les questions. À la fin, on vous donnera 10 minutes pour pouvoir recopier vos réponses sur une grille de réponses séparée. Donc là, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez souligner, entourer, et à la fin, on vous donnera un petit peu de temps pour transvaser vos réponses. Faites bien attention à l'orthographe, évidemment, et entraînez-vous au maximum pour vous familiariser avec les différents sujets qui sont assez populaires. Ça, c'est pour le listening. Si on regarde le reading, tout de suite après le listening, vous allez avoir 1 heure pour compléter 40 questions sur 3 textes. Des textes qui sont quand même assez longs, hein, parce que de 2000 à 2750 mots. Les 2 premiers auront 13 questions, le dernier 14. Et pareil, comme pour le listening, vous pourrez avoir de 2 à 4 exercices différents par texte. Ça veut dire réussir à faire chaque texte en 20 minutes maximum. 20 minutes maximum, ça veut dire 5 minutes pour lire le texte et 15 minutes pour les questions. Donc 1 minute, en gros, par question. Ça veut dire apprendre à travailler vite. Moi, je vous parle de faire un passage map, c'est quelque chose sur lequel je travaille avec mes élèves. C'est votre capacité à lire un texte et à le résumer très rapidement en identifiant les idées principales, les idées directrices. Comme ça, quand vous traitez une question, vous savez tout de suite à quel paragraphe vous référez et vous n'êtes pas obligé de relire tout le texte à chaque fois. Vous savez directement où aller chercher les questions. Parce que là, cette fois-ci, les questions ne suivent pas toujours l'ordre du texte. Souvent, oui, mais quand on change d'exercice, il faut parfois revenir au début du texte. Donc, au sein d'un même exercice, ça suit l'ordre du texte, et si on passe à un autre exercice, ça va pas systématiquement. Il n'y a pas de temps à la fin pour recopier ces réponses. Donc, au bout des 60 minutes, il faut impérativement que vous ayez répondu aux 40 questions. Sans pause aucune, vous enchaînez sur le writing. Le writing, à nouveau, on va vous donner 1 heure pour compléter 2 tâches. Et c'est la partie la plus dure de l'IELTS. C'est celle où vraiment les élèves ont parfois du mal à obtenir le 6 ou 6,5 minimum qui leur est demandé par beaucoup d'écoles. Et c'est ce qui fait qu'ils prennent des cours, ça et le speaking, parce que ce sont les 2 sections qui sont très dures à préparer tout seul. Il faut de la méthodologie, il faut des corrections, il faut travailler quand même accompagné pour bien comprendre ce qui est attendu et comment réussir. Donc, vous allez avoir une feuille pour les 2, hein, ce n'est pas des écrits très longs qu'on va vous demander. C'est bon de savoir que le premier ne compte que pour 1/3 de votre note et c'est un petit résumé. On va vous donner un graphique, généralement, dans 90% des cas, et il va falloir faire un résumé de ce graphique. Alors que le deuxième, qui est un petit essai, une mini-dissertation, ça va être 2/3 de votre note. Et on va vous demander soit votre opinion, soit de trouver des idées sur un sujet et de les présenter de manière structurée, argumentée, etc. Donc, le writing, ce qu'il faut vraiment pour réussir le writing de l'IELTS, hein, qui, comme je vous le disais, est à mon sens la partie la plus dure de ce test, par exemple, pour la partie 1, il faut avoir du bon vocabulaire pour décrire des tendances, des changements, des augmentations, des diminutions, parler des chiffres, parler de statistiques, hein. Toutes ces choses-là, il faut bien maîtriser pour pouvoir faire ce résumé de graphique de manière surtout pas linéaire, hein. On ne fait pas le tableau de gauche à droite ou de haut en bas. On doit grouper l'information pour identifier des tendances et des exceptions. Et ça, il faut le faire en 20 minutes maximum. Vu que c'est que 1/3 de la note, on ne passe pas plus de 20 minutes sur ça et on se garde 40 minutes pour la dissertation. Donc ça, c'est pas évident à faire en 20 minutes au début. Pour l'essai, l'essai, il faut savoir comment on structure son essai. Donc il faut bien comprendre déjà quelle est la question. Souvent, les élèves font des hors-sujets parce qu'ils ont l'habitude, en France, de problématiser. C'est-à-dire qu'on leur pose une question et de là, eux, ils inventent une nouvelle question. Là, ce n'est pas du tout le cas, hein. Il faut répondre à la question qui vous est posée. Pas besoin de problématiser et le plan est donné dans la question. Donc, il faut juste savoir, voilà, est-ce qu'on est en train de me demander mon opinion sur un sujet?
Est-ce qu'on est en train de me demander 2 positions sur un débat et ensuite de me positionner? Ou est-ce qu'on est en train de me demander, par exemple, de trouver des problèmes et des solutions, des causes et des effets, dire à quel point quelque chose est efficace ou important? Le type de question va déterminer le type de plan. Donc, c'est un essai qui est assez court, hein, parce que ça va être vraiment 250 mots en moyenne. Donc, on ne va pas faire plus de 4, maximum 5 paragraphes. Intro, 2 ou 3 paragraphes de développement et conclusion. Ça tient sur une page. Donc là, évidemment, c'est pareil, hein, il faut savoir bien comment construire ces paragraphes. C'est très, très important de comprendre qu'en anglais, on commence toujours par la conclusion. C'est-à-dire qu'on donne notre argument principal, on dit exactement ce qu'on a à dire dans notre première phrase. Donc, si je regarde l'exemple d'un très très bon paragraphe IELTS ici, je vois que ma première phrase, the topic sentence, va tout de suite dire de quoi va parler ce paragraphe. Et tout le reste, ça va être développer cette idée à travers des exemples. Et le plus important, c'est pas d'avoir plein d'arguments, c'est de savoir les développer et de savoir les organiser de manière cohérente. Donc là, on voit que quel va être le sujet de ce paragraphe? Bon, ben, encouraging people to use bicycles or public transport would have many benefits for us as individuals and as a society. De là, je sais très bien que la question qui a été posée, c'est quels sont les avantages d'utiliser le vélo ou les transports publics pour les individus et pour la société. C'est double, hein. Il faut penser à un argument pour les individus, donc à titre individuel, et à un argument pour la société, donc de manière plus générale. Premier argument, firstly, it would help us to be healthier and happier. Un argument très simple, mais qui va être développé avec quelques phrases. Cycling to work, or walking between your home or place of work and the nearest bus stop or train station will help you maintain or even improve your fitness. J'explique ce que j'ai voulu dire avant. Je rajoute des exemples. Ensuite, je vous laisserai le loisir d'aller en découvrir d'autres tranquillement. Je donne une deuxième raison, un deuxième argument, mais qui cette fois-ci va avoir avec la société. Hein. Secondly, these ways of traveling are better for our cities and more environmentally friendly. À nouveau, je vais développer cet argument en donnant des explications, en clarifiant ce que je voulais dire, et je finis par une petite conclusion où je résume mes 2 arguments. Donc ça, c'est très, très important à maîtriser et pour l'IELTS et pour le TOEFL. Parce que sur le TOEFL, vous allez avoir un essai à écrire aussi. Ça va être la même méthodologie que l'essai de l'IELTS. Donc c'est très, très important de savoir construire son plan, de savoir construire ses arguments et surtout de savoir les développer. Évidemment, bon, il faut pas mal de vocabulaire sur une variété de thèmes assez importante, mais ça vient avec le travail. Souvent, ça se passe le matin. Les 3 premières épreuves, là, hein, ensemble, qui durent un peu plus de 2 heures et demie, sans pause, vous allez faire ça le matin. Et parfois, vous allez être convoqué l'après-midi, parfois vous allez être convoqué un autre jour. Ça peut être un jour avant ça ou un jour après. Tout dépend du nombre de candidats, du centre auquel vous allez passer ce test. Donc voilà, vous serez convoqué pour faire le speaking, qui là, pour le coup, est vraiment pas trop, trop difficile. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Il faut s'entraîner, évidemment, mais ça reste accessible parce que c'est un entretien et tout est fait pour que ce soit une discussion qui vous mette le plus à l'aise possible. Et ça ne dure qu'entre 11 et 15 minutes. Donc, ce n'est pas une épreuve très, très longue. Dans la première partie, les premières 4-5 minutes, on va juste vous poser des questions sur vous. Je vais vous détailler ça un petit peu après. Dans la deuxième partie, on va vous donner quelque chose à préparer. Il va falloir parler pendant 1 à 2 minutes sur ce sujet. Et dans la troisième partie, on va avoir un débat sur le thème de la présentation que vous avez faite. On va vous poser différentes questions où là, il va falloir argumenter comme dans votre essai. Sur quoi vous êtes noté? Vous êtes noté sur votre fluency and coherency. Ça, c'est votre capacité à exprimer vos idées, vos opinions clairement et de manière cohérente sans faire des grandes pauses ou hésitations. Donc, c'est est-ce que ça coule? Est-ce que c'est clair? D'accord? Lexical resource, c'est évidemment, est-ce que vous utilisez du bon vocabulaire?
Grammatical range and accuracy, c'est est-ce que vous arrivez à faire tout ça sans faire trop de fautes, hein? Vous avez toujours le droit de faire des fautes, je vous rassure, mais pas trop de fautes ou pas de grosses fautes qui nous empêchent de comprendre ce que vous voulez dire. Et pronunciation, mais alors attention, pronunciation, ce n'est pas votre accent. Les accents ne sont pas pris en compte. Ce n'est pas une erreur d'avoir un accent. Vous n'y pouvez rien. C'est comme ça, c'est physiologique. La prononciation, c'est est-ce que vous articulez? Est-ce que vous vous exprimez clairement? Est-ce qu'il y a de l'intonation? Est-ce qu'il y a de l'emphase? Est-ce que vous parlez naturellement? Ou est-ce que vous parlez de manière monotone, très basse, et on ne vous comprend pas, hein? Donc c'est ça la prononciation. Ce n'est pas du tout votre accent. Ça, c'est pour la partie IELTS. Donc, le speaking, hein, comme je vous l'ai dit, juste pour que ce soit très clair, que vous soyez rassurés là-dessus, parce que dans mon expérience, c'est une des choses qui inquiète le plus les élèves, alors qu'en vrai, c'est le writing vraiment le plus difficile là-dessus. Mais voilà, c'est 4-5 minutes la première partie. La première série de questions, ça va toujours être soit pour parler de vos études ou de votre travail, ou alors pour parler d'où vous venez ou où vous habitez. Donc ça, il faut savoir parler un petit peu de ses études, de où on habite, d'où on vient, et si vous êtes un peu plus âgé et que vous travaillez déjà, de votre travail. OK? Ensuite, vous allez avoir 2 séries de questions qui sont au choix, de l'examinateur, mais qui vont être des questions qui parlent, de, vos centres d'intérêt, de vos vacances, des sports, de livres, de séries télé, de votre famille, vraiment des choses, du quotidien. On ne va pas vous piéger, il n'y a pas de culture générale, ou de questions de civilisation ou de choses comme ça, hein. Donc vous pouvez donner des réponses assez courtes ici, hein, pas trop courtes évidemment, on évite toujours les réponses de juste un ou 2 mots, mais on essaye de faire, allez, 2-3 petites phrases, pour dire par exemple, quelle est votre nourriture préférée? «Ah et bien, j'aime particulièrement la nourriture italienne, car elle utilise énormément de produits frais tels que du basilic ou des tomates, séchées que je trouve particulièrement succulentes», hein. Essaye de placer un petit peu de vocabulaire, de faire des réponses un petit peu développées, mais on ne part pas en monologue non plus. Sur la partie 2, on vous donne un sujet, par exemple celui-ci. Describe a place that you have visited, that you particularly liked. Et on vous donne des pistes. Vous pouvez dire, par exemple, when you visited there, who you went with, and what was most memorable. And you can explain what you liked about this place. Ça, ce ne sont que des pistes, des indices pour vous aider. Ce n'est pas une obligation, bien que c'est dommage de ne pas s'en servir. Vous aurez 1 minute pour vous préparer et après, il va falloir tenir minimum 1 minute, maximum 2 minutes. Donc, on vise 1 minute 50. 1 minute 50 où vous me racontez une histoire. Et ça doit vraiment être comme si vous aviez vraiment hâte de me parler de cette chose et que vous avez plein de choses à dire dessus et comme si vous racontiez ça à un ami. Donc, vous allez essayer de me donner un maximum de détails. Une stratégie, c'est par exemple sur les 4 points qu'ils vous donnent, bon, bah, on doit essayer de tenir à peu près 30 secondes sur chaque point. C'est pas toujours évident. On peut rajouter d'autres choses, évidemment. On n'est pas obligé de s'en tenir juste à ça. Mais voilà, au lieu de dire when, au lieu de dire que c'était juste last summer, I can say, oh, well, I know that it was about 4 months ago and it was summer then, so it was really warm. Actually, unusually warm because there was a heat wave that year and everyone went out to buy fans and stayed indoors because it was impossible to stay outside in the heat. Je brode, hein, je brode et j'essaye de raconter une histoire. Évidemment, j'essaie d'avoir des transitions claires. Donc, des petites phrases comme well, a fantastic place I went to was pa, pa, pa. I went there in da, da, da. I went there with da, da, da. The thing I remember the most, etc. Hein, on fait des belles transitions bien claires, on s'exprime avec enthousiasme et clarté. Et sur la troisième partie, donc là, on va vous poser des questions qui seront toujours en lien avec le thème de votre présentation. Donc, si là, par exemple, c'était sur les voyages, et ben, tout le reste, ça va être sur voyage, tourisme, etc. Si c'était quelque chose qui est en lien avec la nourriture, toute la partie 3 sera aussi en lien avec eating habits and things like that. Si c'était sur shopping, c'est pareil. Les parties 2 et 3 sont toujours sur les mêmes thèmes. Donc, il faut croiser les doigts pour tomber sur un thème qui vous intéresse. Et sinon, bon, bah, vous faites du mieux que vous pouvez.
Et là, comme je vous l'ai dit, contrairement à la partie 1, on essaye de développer ces réponses comme si c'était un paragraphe dans un essai. Donc, si la question c'est What are some of the different kinds of shops in your country? You could say, well, there are a wide range of places to go shopping. One of the most popular types is department stores. I think this is because they stock high quality products and always offer a money back warranty if you are unsatisfied with your purchase. J'annonce ce que je vais dire, je donne un premier argument que je développe et j'essaie d'en donner un deuxième. Another trendy place that people in my country enjoy shopping at is night markets. I guess this might be because it's a lot of fun and the prices are usually cheaper than in stores. Donc ça, c'est l'IELTS. Marc, je ne sais pas s'il y avait des questions déjà pressantes sur l'IELTS, s'il y a des choses que les étudiants se demandaient. Alors, là, j'ai une question tout de suite. Y a-t-il une préférence pour l'IELTS ou le TOEFL au niveau des universités américaines, en l'occurrence? Absolument pas. Les deux seront acceptés, mais ils ne demandent pas toujours les mêmes scores. Là, je suis en train de travailler avec une étudiante, par exemple, qui vise plusieurs écoles aux États-Unis. Et certaines, la majorité pour l'IELTS demande 6,5 de moyenne générale avec un 6 minimum, mais sur le TOEFL, il y en a certaines qui demandent 80, d'autres 90, d'autres 100. Donc, parfois, les scores du TOEFL varient un peu plus. Et comme je vous l'ai dit, les meilleures écoles, par contre, vous demanderont un 7 de moyenne générale sur l'IELTS avec un minimum de 6,5. Mais il y a toujours une équivalence, c'est-à-dire que c'est l'un ou l'autre. Les deux seront toujours acceptés et il n'y a pas de préférence. Voilà, c'est tout ce que c'est. Enfin, de toute façon, si vous avez des questions là maintenant, tout de suite, allez-y, hein, vous pouvez les soumettre, mais c'est vrai qu'on fera un question-réponse à la fin également. Mais là, sinon, j'ai pu répondre au fur et à mesure. Stéphanie, je crois que c'est. Super. Et On du peut coup, je vais continuer. passer au TOEFL. Allons-y. Alors, pour le TOEFL, comme je vous l'ai dit, hein, le TOEFL, tout se passe le même jour, tout se passe sur l'ordinateur. Vous êtes seul face à un ordinateur avec un casque et c'est parfois, je sais que par exemple, beaucoup de centres proposent des claviers QWERTY alors que les élèves en France sont habitués à des AZERTY. Donc parfois, il y a des petites choses comme ça qui font qu'il y a un stress supplémentaire. Euh, voilà, moi, j'ai une préférence personnelle pour l'IELTS qui est sur le papier avec un speaking qui est plus facile, ou certes, le writing est assez dur, mais il y a des élèves qui préfèrent être seuls face à un ordinateur et qui vraiment se sentent très, très à l'aise en speaking et donc ils vont choisir celui-là. Donc, pour le TOEFL, cette fois-ci, vous commencez avec le reading. Vous pouvez avoir de 3 à 5 textes, ça dépend des tests, on ne sait jamais à l'avance. Il y a toujours soit une partie un peu plus longue sur le reading, soit une partie un peu plus longue sur le listening, mais ça varie d'un test à l'autre et on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc, vous allez avoir de 3 à 5 textes qui peuvent avoir de 12 à 14 questions chacune. C'est toutes des questions à choix multiples, mais parfois, certaines peuvent avoir plus d'une réponse et certaines valent plus de points que d'autres. Donc, c'est bien de se familiariser avec les différents types d'exercices. C'est pour ça que je vous ai mis un petit tableau là pour vous montrer quelles sont les questions qui tombent le plus souvent sur les textes. Clairement, ce sont les questions de vocabulaire et de factual information. On vous demande de trouver une information précise dans le texte. Tout ça, c'est des questions qui valent un point. Par contre, la dernière question, c'est toujours une question a table question, où là, on va vous demander de catégoriser les idées principales ou les plus importantes. Et ça vaut de 3 à 4 points en fonction du nombre de choses qu'il y a à classer. Pareil, les questions de summaries, où on vous demande de choisir la phrase qui va le mieux résumer l'intégralité du texte. Ça, c'est une question qui vaut 2 points. Donc, c'est bien de savoir quelles sont les questions qui valent le plus de points pour être sûr qu'on se donne du temps. Parce que pareil, en moyenne, il faut travailler très vite sur les textes. On n'a pas le temps. Donc, ce qui se passe quand vous êtes sur l'ordinateur, c'est que d'abord, le texte apparaît. Quand vous avez fini de lire le texte, vous voyez les questions qui apparaissent à droite et le texte qui réapparaît à gauche. Moi, j'ai des élèves qui aiment bien tout de suite faire comme s'ils vont à la fin du texte, comme s'ils avaient fini de le lire.
Et là, il y a les questions qui apparaissent tout de suite. Ils peuvent avoir le texte et les questions. On ne veut jamais passer trop de temps à lire le texte parce qu'on le lit de manière transversale, juste en s'attachant aux idées principales. Et on aura le temps d'aller le retravailler pour les questions. Attention, il y a un petit chronomètre en haut qui vous montrera toujours combien de temps il vous reste. Faites bien attention à bien gérer votre temps. Ça, c'est une des choses difficiles sur le TOEFL, c'est l'autogestion du temps. Donc, faites bien attention à ça. Ils vous montreront le nombre de questions qui vous restent et le temps qu'il vous reste pour les compléter. Donc ça, c'est pour le reading, hein. Sinon, c'est des questions assez classiques. C'est pourquoi est-ce qu'il écrit ça? Déduire des choses, essayer de simplifier, de résumer une information. Des questions assez classiques comme celles que vous pourriez retrouver d'ailleurs sur l'IELTS ou sur d'autres tests. Pour la partie listening qui suit, donc là, c'est pareil, hein, ça dépend des tests. Vous pouvez avoir de 4 à 6 petits monologues et ensuite de 2 à 3 petites conversations. Donc les monologues, c'est de 3 à 5 minutes, hein. Donc il faut rester bien concentré et surtout sur le TOEFL, ce qui est très important, c'est savoir prendre des notes. Sa capacité à prendre des notes fait toute la différence. Parce que même après, sur le speaking et le writing, on va vous demander d'écouter des choses et de les résumer. Donc, vous devez être en mesure de prendre des notes efficacement, qui est l'une des choses sur lesquelles je travaille le plus aussi avec mes élèves. Donc, les questions, hein, c'est les questions d'ordre général, des petits détails, l'organisation des arguments, des choses comme ça. Ce n'est pas des questions qui sont forcément très, très dures, mais il y a beaucoup d'informations. Donc, il faut vraiment savoir comment noter les idées principales pour ensuite marquer certains des détails, ne pas essayer de tout écrire parce que sinon on se perd, etc. Et bien faire attention aussi à rester concentré parce que de 60 à 90 minutes pour le listening, c'est long, hein. On a déjà fait le reading en plus devant où on était très concentré, où il fallait travailler vite. Donc le listening, rester concentré jusqu'au bout, c'est pas toujours évident. Après ça, il vous donne une petite pause. Vous avez une petite pause de 10 minutes pour souffler un petit peu. Vous pouvez aller aux toilettes si vous voulez, manger une petite barre céréalière ou autre chose. Et ensuite, vous retournez à votre ordinateur et là vient l'épreuve la plus difficile du TOEFL, à savoir le speaking. Alors, le speaking, il dure entre 15 à 20 minutes et vous allez avoir 4 questions auxquelles il va falloir répondre. La première question, elle paraît la plus simple, mais en fait, c'est souvent la plus dure. C'est une question où on va vous demander votre opinion, où on va vous demander de choisir. Do you prefer to go to the mountains or to the sea for your holiday? Do you agree that hard work is the only way to achieve success? Des petites questions très courtes, mais par contre, il va vous falloir une réponse très claire et argumentée. Comme je vous ai montré pour la troisième partie de l'IELTS, hein, où là, il va falloir tout de suite répondre à la question, on n'a pas de temps à perdre, et essayer de donner 2 raisons si on peut. Alors, la plupart des élèves n'ont pas le temps de donner 2 raisons, parce que je vous rappelle, donner une raison, c'est pouvoir la développer, c'est pour pouvoir l'argumenter. Et là, vous n'avez que 15 secondes pour vous préparer et 45 secondes pour enregistrer votre réponse. Donc, il faut avoir une sacrée bonne fluency, un bon débit pour réussir à faire ça en 45 secondes. Ça demande de l'entraînement, ça met du stress et c'est pour ça que c'est la question la plus difficile. La deuxième question, ce sera toujours une annonce sur le campus. Par exemple, ils ont décidé d'annuler tel cours, ou ils vont faire des rénovations de telle partie du campus, ou les étudiants n'auront plus le droit de garer leur vélo à tel endroit. Les chiens ou les animaux de compagnie ne seront plus acceptés dans les dortoirs. C'est une annonce sur un changement qui va avoir lieu à cette université et on donne toujours 2 raisons. Donc, vous lisez un petit texte qui vous annonce ce changement et qui donne les 2 raisons et ensuite, vous écoutez 2 étudiants parler de ça. Alors, soit l'étudiant sera d'accord, soit il sera absolument pas d'accord, soit il sera d'accord avec un des trucs, mais pas d'accord avec l'autre. Donc, il faut bien identifier les 3. Vous écoutez, vous lisez, il faut prendre des notes hein, quand vous lisez et quand vous écoutez,
Et ensuite, vous aurez 30 secondes pour préparer votre résumé et il faudra en 60 secondes faire un résumé de ce qu'a dit l'étudiant. Sur les résumés, on met toujours l'emphase sur la partie listening, c'est-à-dire que c'est plus important de résumer l'audio que l'écrit. L'écrit, c'est facile, on peut écrire mot pour mot les phrases clés. Ça ne montre pas qu'on a réussi à faire le lien entre, OK, eux, ils ont dit ça, mais alors elle pense ça, de ça, parce que ta, 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 ta. Donc, on essaye de faire le lien entre ce qu'on a lu et ce qu'on a écouté, mais en mettant quand même l'emphase sur l'opinion de l'élève. 60 secondes, ça passe vite aussi, mais comme c'est juste un résumé et que c'est des choses qui sont assez claires, généralement, les élèves réussissent plutôt bien ça. La partie 3, par contre, ça va être la présentation d'un concept ou d'une idée. Et là, pareil, ils adorent la bio. J'espère que vous aimez bien tout ce qui a à voir avec les animaux, la photosynthèse, les champignons, les choses comme ça, parce que c'est beaucoup biologie et animaux, ou sinon business. Hein. Ils aiment bien aussi tout ce qui est business, marketing, etc. De temps en temps, il y a littérature, histoire, ou juste éducation, des choses comme ça, mais majoritairement, c'est quand même il y a biology. Donc là, vous allez entendre, vous allez lire un petit texte qui justement vous présente un principe, on va dire, une notion plutôt. Voilà, une notion, un concept. Et ensuite, dans l'audio, vous allez entendre un professeur qui va donner 1 ou 2 exemples de ce concept pour le développer un petit peu plus loin. Donc à nouveau, quand vous aurez fini de lire et d'écouter, vous aurez 30 secondes pour vous préparer et 60 secondes ensuite pour enregistrer votre résumé. Et où en nouveau, on définit rapidement le concept. Donc ça va être le résumé du texte. Mais ça, on ne passe pas plus de 15 secondes là-dessus. Et les 45 secondes qui nous restent, on développe les exemples qui ont été donnés par le professeur dans l'audio pour expliquer ce concept. La dernière, c'est exactement la même chose sur un autre concept, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de texte. C'est juste un extrait de cours. Donc, c'est un extrait de cours, vous allez juste l'écouter et après, vous aurez uniquement 20 secondes pour vous préparer et 60 secondes pour enregistrer votre réponse. Donc ça, généralement, ça demande pas mal d'entraînement, le speaking, et c'est une des parties les plus difficiles du TOEFL. Si on passe à la dernière partie, qui est la partie writing, là, vous allez avoir 50 minutes pour compléter 2 tâches. 20 minutes pour faire la première, qui est the integrated. Donc là, c'est pareil, on va vous demander de lire un texte, d'écouter un audio et d'écrire un résumé. Alors, ce qui est bien, c'est que le texte a toujours 4 paragraphes, toujours organisés de la même manière. Le premier donne le thème du texte. Et ensuite, les 3 paragraphes suivants vont être, par exemple, soit 3 théories, 3 problèmes ou 3 solutions. Et dans l'audio, la personne sera toujours en désaccord avec ça et va expliquer un à un pourquoi les théories ne tiennent pas, pourquoi il y a des solutions à ces problèmes ou pourquoi il y a des problèmes face à ces solutions. Mais ce sera toujours en opposition. Donc là, vous aurez 3 minutes pour lire le texte. L'audio dure à peu près 2 minutes et ensuite, vous aurez 20 minutes justement pour écrire votre résumé. C'est 150 mots minimum. Normalement, ils vont dire de 150 à 250, mais en vrai, vous ne serez pas pénalisé si vous écrivez plus. Donc, vous serez pénalisé si vous écrivez moins, mais vous ne serez pas pénalisé si vous écrivez plus. Bon, il ne faut pas non plus écrire 750 mots. Hein. Même 500, c'est beaucoup. Mais si vous en faites 300 au lieu d'en faire 250, ce n'est pas très grave. Okay. Le tout, c'est que ce soit bien organisé, bien structuré, et encore une fois, qu'on mette l'emphase plutôt sur comment, dans l'audio, ils attaquent ce qui est présenté dans l'écrit, en essayant de donner un maximum de détails. 20 minutes. Ensuite, task 2, 30 minutes. Pareil, on va vous poser une question et on va vous demander votre opinion là-dessus. Donc, c'est souvent soit une question d'opinion, soit une question de choix. On vous donne 4 options et on vous dit quelle est la meilleure selon vous, ou une question de préférence. Est-ce que vous préférez ça ou ça? Pas besoin de problématiser. Hein. Vous répondez à la question qui vous est posée, mais de la même manière que dans l'IELTS, vous répondez surtout de manière argumentée. Donc ça veut dire un argument principal par paragraphe qui est développé avec généralement 2 raisons qui ont chacun des exemples pour les soutenir et les étayer. Donc là, c'est 300 mots minimum. Encore une fois,
pouvez écrire plus, vous ne serez pas pénalisé, mais moins, oui, vous le serez. Et le plus important, c'est de bien défendre ce qu'on dit. Donc évidemment, il faut de la bonne grammaire, du beau vocabulaire, toutes les choses auxquelles on prépare un petit peu nos élèves. Donc Marc, est-ce qu'il y a des questions sur le TOEFL? Hop. Alors, oui, on a pas mal de questions, Stéphanie. Alors, pas forcément que sur le TOEFL, Ok. sur l'IELTS aussi. Mais alors, peut-être tout simplement une question sur les coûts déjà. Combien coûtent les deux tests, Stéphanie? Je ne sais pas si tu as l'information en tête Alors je ne l'ai ou pas. plus en C'est à peu près tête. la même chose, il me semble. C'est Oui, il dans me les semble eaux de 210 euros, je crois, non? c'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire autour des 200 €, mais j'ai plus le chiffre exact en tête. Voilà, c'est à peu près, voilà. La différence est, au niveau coût, je pense, c'est subtil. Il y a peut-être une petite différence de 10 euros, mais je ne pense pas que ce soit majeur. Combien de fois peut-on passer ces deux tests? De manière illimitée. Il faut payer à chaque fois. Heu, il faut payer à chaque fois pour le repasser et c'est pour Voilà. ça, souvent, les élèves le tentent comme ça, tout seuls, réalisent qu'ils ont pas le niveau souvent en writing et en speaking et là, bon, bah, font un cours pour se préparer et le représentent une deuxième fois. C'est toujours mieux, de se laisser une marge en se disant parce qu'il y a pas toujours en fonction de où vous habitez, vous allez pas avoir des dates illimitées pour les passer ou des places illimitées. Donc parfois, vous allez pouvoir le passer qu'une fois par mois, par exemple, parce que, il y a un seul centre qui propose une seule date, par mois. Donc c'est bien de se laisser une marge au cas où vous ne réussissiez pas la première fois à obtenir le score dont vous avez besoin. Laissez-vous, de la marge et du temps pour pouvoir le repasser. Moi, mon conseil, c'est préparez-vous vraiment bien en amont. Commencez à vous préparer bien à l'avance pour n'avoir à le passer qu'une seule fois, parce que c'est quand même 200 € à chaque fois. Donc, mieux vaut, y aller préparé que de devoir le repasser, X nombre de fois. Oui, puis ce que je dis souvent aux étudiants, c'est que ça sert à rien en tout cas de s'acharner, de chercher à le passer tous les mois, parce que généralement, on a le même résultat tous les mois. Mmh mh. Il vaut mieux, quitte à le repasser, faire une mise à niveau laisser passer quelques mois, faire une mise à niveau en fonction du score que vous avez obtenu. On sait calculer à peu près combien de semaines ou combien d'heures d'anglais il faut pour remonter une certaine note. Et puis, et vous le repassez voilà, plus tard. Mais en tout cas, oui, ça ne sert à rien de le passer plein de fois. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Quelle est la durée de validité des tests, Stéphanie? Je pense que c'est 2 ans. C'est ça. Si ça n'a pas changé, Voilà, c'est ça. c'est tout à fait ça, il me semble. On me demande si l'IELTS peut aussi se passer sur ordinateur. Alors, oui et non. Tu veux y répondre, Stéphanie, Non, ou non, je... vas-y, je te laisse. Ah, bah, en temps normal, non, c'est un examen qui se passe à l'écrit. C'est vrai qu'en temps de Covid, IELTS s'est adapté un petit peu. Ils ont proposé, mais de manière plutôt temporaire, une solution qu'on appelle IELTS Indicator, qui permet effectivement de passer ce test en ligne. Mais là, pour le coup, assez peu d'universités acceptent cette version de l'IELTS. Donc, c'est pas force. Je ne conseille pas en tout cas aux étudiants de s'inscrire à cette version-là. Et quand on parle de passer un test en ligne, d'ailleurs, hein, c'est le cas pour le TOEFL, on parle du computer-based TOEFL. Effectivement, vous êtes sur un ordinateur, mais dans un centre d'examen. Ce n'est pas quelque chose que vous faites à la maison avec votre dictionnaire et Google à côté. Il faut vraiment être dans un environnement qui est contrôlé. Ce qu'il faut comprendre avec ces deux tests, c'est qu'au-delà de l'évaluation qu'on fait de votre niveau d'anglais, alors évidemment, les universités dépendent de ces tests pour avoir une mesure fiable de votre niveau, mais les services d'immigration aussi demandent souvent ces tests dans le cadre de visa, de la délivrance de visa et compagnie, et donc ce qui explique souvent un degré de sécurité assez élevé sur ces tests. Hein. Il faut présenter sa pièce d'identité, c'est très contrôlé et Mmh. il faut vraiment être dans un cadre sécur par rapport à tout ça.
Mais attention à bien choisir le bon test du coup, parce que justement pour l'IELTS, il y a le général Mm, et il y a l'académique. Pour ceux qui ont juste besoin d'un visa de travail, ils peuvent se contenter du général, parce qu'ils ne vont pas pour étudier, ils vont pour travailler. Par mm. contre, pour ceux qui vont étudier, il faut bien que ce soit l'IELTS académique, Académique. hein. Pareil sur le TOEFL, vous pouvez trouver différentes formules du TOEFL, etc. Nous, c'est vraiment le TOEFL IBT, Computer Based, qu'il faut sélectionner. Donc, faites bien attention à ça. Mm. Alors, à quel moment doit-on prévoir de faire le test pour un étudiant au lycée, en première ou en terminale, pour préparer des dossiers d'admission? Et le test est-il obligatoire pour les universités canadiennes hors Québec? Alors, deux questions, je peux y répondre. Euh, c'est toujours bien de s'y prendre tôt, mais pas trop tôt puisque le test est valable 2 ans. Donc, et quand c'est 2 ans à partir de la date de passage, enfin, donc, si vous le passez au mois d'août, 2 ans avant la rentrée, ce ne sera pas valable au moment de la rentrée, ce qui serait dommage, 2 ans plus tard. Donc, faites juste attention à ce délai de 2 ans, mais après, c'est toujours bien de le préparer tôt et de le passer tôt. Comme ça, vous êtes débarrassé, ou alors vous avez le temps pour le repréparer, pour vous mettre à niveau et le repasser tranquillement par la suite. Le test est obligatoire pour les universités canadiennes anglophones, en fait, donc même au Québec. McGill, qui est une université anglophone, va exiger l'IELTS. En dehors du Québec, la question ne se pose pas. Sauf si vous faites un programme en français, à Ottawa, par exemple, c'est possible. Là, effectivement, on ne va pas vous demander de test d'anglais. Alors, c'est une question un petit peu spécifique, mais qui concerne les épreuves aménagées pour une personne en situation de handicap. Alors, je pense que tout simplement, quand on s'inscrit à ces tests, il faut le signaler, hein, que ce soit à l'IELTS ou au TOEFL, et je pense que les aménagements sont fournis en fonction. Si le fait d'utiliser un ordinateur est problématique, il vaut mieux ne pas passer le TOEFL et passer l'IELTS, qui est un examen beaucoup plus classique. L'écrit est au stylo, l'oral est face à un prof. Si c'est préférable d'utiliser un ordinateur, dans ces cas-là, je vous conseille plutôt de vous inscrire au TOEFL. On nous demande enfin la différence entre l'IELTS académique et l'IELTS UKVI. Alors, en réalité, c'est le même test. Quand vous passez... alors, vous avez l'IELTS qui est académique et l'IELTS général, déjà, à la base. Donc, un IELTS académique, c'est celui qui est requis pour aller à l'université. Et l'IELTS général, c'est celui qui peut être requis notamment par les services d'immigration pour aller travailler ou des choses comme ça. D'accord? Après, sur ces tests-là, vous avez deux versions. Vous avez l'IELTS académique classique et l'IELTS académique UKVI. UKVI, c'est quoi? C'est spécifique au Royaume-Uni. UK, c'est United Kingdom. Et c'est spécifique au service d'immigration du Royaume-Uni. Donc, ça concerne en réalité assez peu de monde, mais ça va concerner les personnes qui vont postuler, si on parle ici de programmes académiques, dans des écoles privées pour faire des formations de niveau universitaire, mais dans le domaine privé. Les établissements privés n'ont pas les habilitations nécessaires pour valider un test IELTS classique aux yeux de l'immigration. Dans ces cas-là, il faut passer à un autre IELTS académique qui est identique en contenu, mais simplement, je crois qu'il y a plus de contrôle au niveau de votre identité et du passeport et tout ça. Voilà. Mais en soi, le test est identique. C'est juste les contrôles qui sont un petit peu différents. C'est un peu spécifique comme question. Ça va concerner, je pense, assez peu de monde. Mais voilà. Alors, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Stéphanie, si tu veux continuer. Super. Super. Ben voilà, ça À tout de c'était suite. ce que je voulais vous montrer sur ces deux tests, hein, pour que vous sachiez un petit peu de quoi il en retourne, à quoi vous attendre, etc. Maintenant, comment vous y préparer et quand le passer, tout dépend du niveau d'anglais que vous avez. De mon expérience, la plupart des élèves de terminale en France passent leur bac avec un niveau B1 d'anglais, c'est-à-dire un niveau intermédiaire plutôt bas.
On a de temps en temps des élèves qui ont un niveau B2. Niveau B2, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on maîtrise sa grammaire, on ne fait pas de fautes, on peut parler au conditionnel, au past perfect, on a pas mal de vocabulaire. Et très rarement, on va avoir des élèves de niveau C1 qui non seulement s'expriment très bien grammatiquement avec un lexique riche, mais qui en plus ont des notions de culture, de civilisation, de choses comme ça. Donc c'est ce qui fait la différence pour être considéré à un niveau avancé. Donc, tout dépend des écoles que vous visez. Mais comme je vous ai dit, la majorité des écoles vont chercher entre du B2 et du C1. Donc, pour répondre à la question quand le passer pour un élève de lycée, par exemple, eh ben, plus vous allez commencer à vous préparer tôt, mieux ce sera. Parce qu'il faut absolument déjà arriver à un niveau B2 en anglais. Il faut un niveau B2 pour pouvoir envisager un bon score à l'IELTS et au TOEFL et donc pouvoir postuler à de bonnes écoles à l'étranger. Euh, de là, après, bon, bah, tout dépend. Il faut se demander, est-ce que vous l'avez déjà passé ou pas? Donc, même pas de manière officielle, mais est-ce que vous avez déjà fait un test blanc qui vous permet de voir un petit peu votre niveau? Est-ce que vous savez quel score vous allez avoir besoin d'obtenir? C'est pas du tout la même chose si on a besoin d'un 80 ou d'un 100. Et même sur l'IELTS, même si ça paraît pas une grande différence, obtenir le 7 de moyenne générale ou le 6,5, c'est vraiment un palier parce que justement, c'est ce qui nous fait passer du palier B2 au palier C1. Donc, ce n'est pas un palier facile à passer, même si c'est juste un demi-point. Donc, c'est bien de savoir ce que l'on vise pour savoir à quel point il va falloir travailler pour l'obtenir. Connaître son niveau initial, savoir ce que l'on vise. Bon, connaître son niveau initial, c'est déjà savoir est-ce que je suis capable de lire à un niveau académique? Est-ce que je suis capable d'écrire à un niveau académique? Est-ce que je suis capable de m'exprimer avec clarté et avec une certaine maîtrise sur un grand nombre de sujets? Est-ce que je suis capable d'argumenter, d'écouter des cours sur plein de sujets différents? Tout ça, ça va déterminer si oui ou non, vous avez besoin d'une préparation pour pouvoir le passer. Si vous êtes déjà à un niveau C1 ou C2, a priori, vous allez pouvoir le passer assez facilement. Si vous êtes à un niveau B1 ou B2, là, il va falloir travailler pour réussir. Donc, nous, à Study Expérience, et moi particulièrement, proposons des cours particuliers qui sont dispensés par Zoom, qui sont des cours individuels en visio, qui vous aident à préparer l'examen, dans lequel je fournis évidemment énormément de tests blancs, beaucoup d'exercices, un accompagnement en particulier pour l'écrit et l'oral, parce que ce sont les deux sections les plus dures pour les élèves, mais avec de la méthodologie aussi et des astuces pour les autres sections. Donc là, vous avez un suivi personnalisé où le nombre d'heures dépend vraiment justement du niveau de l'élève et de ce qu'il vise. Avec certains élèves, uniquement 10 heures, par exemple, suffisent de petites remises à niveau parce qu'on a juste besoin d'augmenter le score sur une chose et qu'on peut le faire assez rapidement. La moyenne des gens, c'est-à-dire ceux qui sont déjà à un niveau B2, mais qui, sur le premier test, par exemple, n'avaient pas réussi à obtenir le score dont ils avaient besoin, vont prendre une vingtaine d'heures. Et après, bon, bah, pour des élèves, par exemple en première, souvent là, c'est des accompagnements qui se font à l'année, où c'est 1 heure par semaine qu'on va faire sur un an, et ça va être un suivi qui est beaucoup plus long et où on travaille en profondeur, on va dire. On n'est pas juste en train de faire du bachotage pour se préparer à un examen. Donc, ce n'est pas du tout le même genre de travail. Après, il y a d'autres solutions aux cours particuliers. Et vous avez par exemple, Marc, si tu veux présenter les autres options. Ouais, merci Stéphanie. Ben, on a. Alors, effectivement, je pense que le mieux, à vrai dire, en fait, c'est les cours particuliers, si vous pouvez, surtout avec Stéphanie. Euh, mais c'est vrai, il existe une solution quand même plus économique qui est notre plateforme d'entraînement. Ça, je vous enverrai le lien. Hein. Suite au webinaire, on vous enverra l'enregistrement d'ailleurs du webinaire demain. Et j'y intégrerai le lien d'une plateforme d'entraînement où là, vous pouvez vous abonner un petit peu à la manière d'un Netflix, sans engagement, avec un tarif mensuel qui démarre à 5 € par mois, je crois, où là, vous avez accès
à plein d'exercices. En fait, vous pouvez vous entraîner régulièrement. Vous pouvez faire des tests blancs. Vous pouvez, après, je pense qu'il y a des petites options que vous pouvez souscrire en plus pour pouvoir solliciter des professeurs ou faire des corrections, faire un oral blanc, par exemple, ou un écrit blanc. C'est des choses que vous pouvez faire ponctuellement. Donc, pour moi, à la rigueur, en fait, dans l'idéal, cette plateforme d'entraînement, il faut l'avoir peut-être en complément de cours particuliers, en fait, à vrai dire, parce que je pense que ça vous permet vraiment de vous entraîner en dehors des cours. Mais bon, c'est déjà mieux que rien si vous vouliez avoir quelque chose d'économique qui vous familiarise avec la méthodologie de l'examen et qui vous donne quand même des entraînements de qualité fiable. Voilà, ça peut être pas mal. Donc, voilà, comme indiqué, je vous enverrai le lien par email dès demain matin avec l'enregistrement du webinaire. Et je trouve ça tout à fait pertinent parce que justement, c'est quelque chose, c'est important que les élèves se rendent compte déjà par eux-mêmes de ce que sont ces tests, qui se mettent en situation, qui s'entraînent et qui identifient déjà aussi leurs forces et leurs faiblesses. Comme ça, s'ils font le choix ou s'ils ont le besoin de prendre des cours particuliers derrière, ils peuvent vraiment aller tout de suite à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer 1 an à travailler un petit peu de tout. Ils se sont déjà bien entraînés, ils connaissent les tests, ils ont fait plein d'exercices et ils savent là où ça passe pas. Et c'est là où quelqu'un comme moi va pouvoir venir et dire bon bah ok, pour pouvoir dépasser ça, on fait quelques heures ensemble et on fait en sorte de passer ce palier, de passer ce cap, etc. Donc c'est tout à fait pertinent de travailler déjà, je pense, avec cette plateforme-là. Et ensuite, une fois que vous connaissez justement vos besoins réels, de passer par un prof qui est spécialisé là-dedans. Mm. Et puis Stéphanie, je crois qu'on doit avoir un dernier slide peut-être Ouais. pour les... Les séjours à l'étranger, les Ah oui, immersions linguistiques. Ah bah, oui, c'est moi là, qui l'ai. Pardon. ouais, on y arrive. Il existe aussi voilà, des solutions en immersion 1 pour vous mettre à niveau en anglais. Ça va vraiment tout dépendre de votre situation. Donc, prenons le premier cas de figure. Imaginons, vous passez l'IELTS, l'université vous demande 6,5, mais vous avez 6. Donc, il vous manque un demi-point et c'est super rageant. Alors, vous avez deux possibilités. Vous pouvez effectivement repasser le test si vous le souhaitez en essayant cette fois-ci d'obtenir le 6,5. Dans la majorité des universités, on va vous proposer de faire ce qu'on appelle pre-sessional English. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'ils vous acceptent en fait avec votre 6 au lieu de 6,5, mais vous devez aller à l'université un petit peu plus tôt. Donc, en principe, vous sacrifiez vos vacances d'été et vous faites des cours d'anglais avec l'université pendant l'été avant d'enchaîner avec la rentrée principale. Bon, l'intérêt de faire ça, il y a plusieurs intérêts à mon sens, mais le premier, c'est que ça vous évite de devoir repasser un test officiel. Ceci dit, ça coûte quand même plus cher de faire ça que de repasser un test, on ne va pas se mentir. Mais à côté de ça, c'est aussi une bonne manière de faciliter l'intégration sur place et commencer à vous familiariser avec l'environnement avant la rentrée et du coup d'être plus à l'aise au mois de septembre. On a même des étudiants qui ont le niveau d'anglais, qui ont passé l'IELTS avec succès, mais qui préfèrent quand même partir avant, faire ces cours d'anglais juste pour être un petit peu plus à l'aise par rapport à tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire facilement. Autre cas de figure, imaginons que voilà, vous avez pour projet de partir étudier à l'étranger, mais votre niveau d'anglais est pas très bon du tout. Vous êtes à 1, A2 ou dans ces eaux-là. Bon, dans ces cas-là, je conseille aux étudiants de faire les choses en 2 temps. Donc, peut-être de commencer déjà avec un séjour linguistique, en l'occurrence, puisque les cours d'anglais, vous pouvez les faire en immersion à l'étranger à partir de n'importe quel niveau. Vous pouvez arriver avec un niveau 0 et vous améliorer sur place. L'immersion, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense, pour apprendre une langue. Il n'y a rien de tel. Voilà, ça remplacera. Stéphanie est géniale, mais je pense que même elle reconnaîtra que si vous avez la possibilité de partir en immersion pour progresser, ce sera ce qu'il y a de plus efficace.
Donc, ça, c'est la solution voilà, idéale pour quelqu'un qui aurait un niveau d'anglais bof, mais voilà, qui a pour projet de partir étudier à l'étranger par la suite. Vous avez un petit peu dans le même esprit ce qu'on appelle la Foundation Year. C'est une année de préparation universitaire. La différence entre le séjour linguistique classique, on va dire, et la Foundation Year, c'est que la Foundation Year, c'est un diplôme universitaire, en fait. Donc, vous pouvez faire ça à l'université ou dans des écoles spécialisées. On va quand même nécessiter un niveau d'anglais minimum, mais ça va typiquement être 4,5 ou 5 à l'IELTS. Donc, ça fait quoi, Stéphanie? Ça fait un C'est du B1, B1. B2? Ouais, Voilà. c'est du B1, oui. Bon, on ne demandera pas un niveau extraordinaire. Par contre, au-delà des cours d'anglais que vous faites, vous avez aussi des cours académiques, en fait. Donc, ça vous permet aussi de vous mettre un petit peu en jambe par rapport au contenu universitaire que vous aurez par la suite. Donc, ça peut être une option intéressante également. Et ce que j'indiquais effectivement dans le dernier point, c'est que voilà, ces programmes-là, vous pouvez les faire à l'université ou dans des écoles spécialisées ou même dans certaines écoles de langue. Ils vont proposer évidemment les séjours linguistiques, mais aussi l'année de préparation universitaire. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant, c'est le moment. Si vous êtes trop timide ou que vous n'avez pas la possibilité de poser des questions, vous pouvez aussi nous contacter a posteriori par email qui s'affiche sur votre écran, donc info@studiexperience.fr. On vous répondra toujours rapidement. Je mettrai aussi les coordonnées de Stéphanie, je pense, dans l'email que j'enverrai demain. Donc, si vous aviez des questions par rapport à ça ou si vous vouliez éventuellement envisager des cours particuliers avec Stéphanie, vous aurez ses coordonnées pour voir tout ça avec elle directement. On me demande, est-ce qu'on pourrait avoir un coût des séjours linguistiques? Oui, mais c'est extrêmement variable. En fait, vous avez tout. Hein. Je pense que, alors on précise en Angleterre, merci. Je pense qu'en moyenne, il faut compter à peu près 1 000 € par mois, à mon avis, pour avoir quelque chose de qualitatif. Il existe peut-être des choses. Alors, quand je dis 1 000 € par mois, c'est vraiment les frais de scolarité. Ça, je ne compte pas les frais courants, le logement et des choses comme ça. Je pense que c'est une bonne moyenne. Il existe certainement des choses un petit peu moins chères, mais il faut voir ce que vous avez en contrepartie. C'est-à-dire que souvent, c'est des grandes classes où les profs, on ne sait pas d'où ils viennent. Ils n'ont pas forcément l'accent qu'il faut pour bien s'améliorer. Donc voilà, pour avoir quelque chose de qualitatif, je pense qu'il faut se baser à peu près sur cette moyenne-là. Et je dirais qu'elle est valable aussi bien en Angleterre que dans d'autres pays, en fait. Hein. C'est toujours à peu près la même chose. On me demande à quoi sert le TOEIC concrètement. Eh bien, pas grand-chose, Adeline. En fait, en tout cas, à l'étranger. À l'étranger, tout le monde s'en fiche du TOEIC. Par contre, il est utile en France. Je sais que voilà, des écoles françaises vont parfois l'intégrer à leur programme. C'est quasi systématique maintenant. Voilà. Dans les écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, tout ça, pour valider son diplôme, il faut le TOEIC. Voilà. Et même pour rentrer dans certaines écoles, il faut un certain score au TOEIC aussi. Donc, il est très, très à la mode en France, mais personne ne l'utilise à l'étranger. Voilà. Donc, il peut vous servir pour la France. donc, si on vous le demande, c'est bien de le préparer, ceci dit, et d'avoir un bon score. Mais en tout cas, nous, on se spécialise dans les études à l'étranger. On ne vous demandera jamais de passer un TOEIC. Un bon score au TOEIC, c'est à partir de 750, c'est présentable, mais vraiment, il faut viser minimum dans les 850 ou 900, en sachant que le score maximum est 990. Hein. Si vous visez, par exemple, Neoma ou Kedge en école de commerce ou des choses comme ça, hein, si vous visez dans le top 5, top 10, il faut aller taper dans le 850-900 minimum. Alors, pouvez-vous me rappeler la première option pour la remise à niveau en anglais, s'il vous plaît? Je n'ai pas noté le nom. La première option, c'est Stéphanie. Je pense que c'est à ça qu'elle fait allusion. Les cours particuliers avec Stéphanie ou quelqu'un d'autre, mais Stéphanie est de loin la meilleure. Mais ça, je vous fournirai ses coordonnées. Donc, si vous voulez la contacter pour discuter un petit peu de votre projet, il n'y a pas de souci.
Si vous parliez de la première solution dans la préparation en immersion, c'est Pre-Sessional English. Et donc ça, c'est de faire des cours d'anglais pendant quelques semaines avant la rentrée universitaire. Vous le faites à l'université directement. Mais Pas ça, c'est toutes les l'université. universités le proposent. C'est ça, et c'est l'université qui vous le propose. Oui. Mais il ne faut pas qu'il vous manque grand-chose pour faire ça. Hein. C'est vraiment un demi-point, voire à la rigueur un point. Et encore, c'est beaucoup. Un point, c'est beaucoup. Hein. Ça paraît souvent j'ai les étudiants qui râlent parce qu'il leur manque un demi-point et donc Ouais. c'est rien du tout. Un demi-point, on va chiffrer ça en 10 semaines de préparation pour le mettre, pour passer au niveau suivant. Donc, c'est beaucoup. Quand il vous manque un point, c'est sur le principe 6 mois de cours. C'est surtout que là, c'est vraiment un palier. C'est un Mm. palier qui nous fait passer du B2 au C1. Donc, par exemple, passer du 5 au 5,5, c'est pas trop dur. Passer du 5,5 au 6, c'est toujours pas trop dur. Par contre, à partir du 6, chaque demi-point est un palier en lui-même. Donc, c'est là où ça paraît plus rien. Mais à partir du 6 sur l'IELTS, chaque demi-point est un palier. Tout comme sur le TOEFL, à partir du 80 sur les 120, chaque tranche de 5 à 10 points pour aller les chercher, c'est du boulot. C'est-à-dire qu'arriver à 80 avec une préparation, arriver à 6 sur l'IELTS avec une préparation, je pense tout le monde en est capable à un niveau B1, B2. Aller chercher au-delà, là, c'est plus dur. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer notre webinaire. Merci Stéphanie. Merci à Avec vous plaisir. aussi. Et il y a une autre Stéphanie qui nous disait merci. Donc, Stéphanie, deux Stéphanie, merci beaucoup. Si vous avez des questions, voilà, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas. On vous enverra un email demain avec l'enregistrement. Et puis, on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup à tous et belle soirée. Bonne soirée tout le monde.